Quatrième film montrant les diapos de Brunstrom. Pour bien comprendre, il faut avoir vu les 3 premiers films. Première phase de l'ouverture réflexe de la main, on sort le pouce de la paume de la main et on exerce des mouvements de supination et de pronation alternative en insistant bien entendu sur la supination et l'abduction du pouce. En supination, on évite de toucher aux zones réflexogènes de la paume de la main et au contraire, on stimule le dos de la main. Ensuite, c'est la deuxième phase des percussions très douces qui ont pour but d'étirer les tendons des extenseurs des doigts. Ces percussions sont de plus en plus rapides tout en maintenant la main en supination grâce à l'autre main du kinésithérapeute. Ensuite, toujours à la même prise au niveau du pouce, mais on exerce là aussi un étirement des fléchisseurs grâce à une technique qu'on appelle le rolling, le roulement, et la main du kinésithérapeute, la main droite du kinésithérapeute exerce ce mouvement assez régulier, rapide quand on étire les extenseurs et très lentement pour revenir en position d'étirement. Étirement bien sûr des fléchisseurs, donc on va doucement pour éviter de les stretcher en quelque sorte, de réveiller le réflexe myotatique. Par contre, les extenseurs, on va beaucoup plus vite. Ensuite, le rééducateur se lève, effectue un demi-tour, tout en tenant toujours le sujet, le malade, par le bout des doigts et par le pouce. Suivante, c'est on modèle le sujet dans la position, modeling, donc avec le talon de la main droite, le rééducateur met le sujet dans la position idéale d'ouverture des doigts. Le pouce ensuite est lâché et la main commence à être modelée, à continuer à être modelée plutôt, dans cette position, vous voyez, où le poignet est en légère flexion. Il ne faut pas vouloir obtenir l'extension simultanée du poignet et des doigts. Ça c'est au départ, au tout début, quand le malade commence à avoir besoin un petit peu d'étendre, quand on espère pouvoir le faire étendre, et on obtient cette position-là, au départ. Ce n'est que dans un deuxième temps, beaucoup plus tard, que l'on aura l'extension simultanée du poignet et des doigts. Ici, on a le malade qui présente cette extension réflexe, cette ouverture réflexe de la main. Et vous voyez que là aussi, dans ce cas-là, comme tout à l'heure, ce n'est pas l'extension simultanée du poignet et des doigts, mais malgré tout, la main est en extension, en position d'ouverture, en position de préparation à la préhension. Donc on peut utiliser cette technique pour plusieurs buts, dans plusieurs buts. Premièrement, pour ouvrir une main qui était fermée d'une manière un peu passive, et deuxièmement, pour faciliter l'extension et demander au sujet de superposer une contraction volontaire à la contraction réflexe. Donc obtenir un mouvement semi-volontaire. Ce malade s'auto-facilitait. Auto-facilité, c'est en ouverture de la main. Vous voyez qu'il attrapait son pouce, vous voyez de quelle manière, en passant la main saine par-dessous la main hémiplégique. Et à ce moment-là, il pouvait ouvrir sa main dans cette position. En ce moment, on a un malade qui a exactement la même possibilité. Autant il n'a aucune possibilité d'ouverture de la main lorsqu'il ne s'auto-facilite pas ou lorsqu'on ne le facilite pas, autant quand il s'auto-facilite, les doigts s'ouvrent pratiquement tout seuls. Scandal in the family, Miss Brunstrom utilise des élastiques pour faire l'extension des doigts contre résistance. Alors, peut-on faire cette ouverture des doigts contre résistance, a-t-on le droit? Ben oui, quand même, puisque si le malade arrive à faire cette extension des doigts contre résistance, même si c'est celle d'un élastique, c'est bien une preuve qu'il récupère. J'aimerais avoir beaucoup de malades qui puissent faire l'extension des doigts contre résistance. Ici, malgré tout, il y a une petite tricherie, c'est que le malade s'auto-facilite en même temps. Il avait besoin de cette auto-facilitation, sinon il n'y arrivait pas. Ce malade qui avait habituellement la main fermée, et on pouvait lui ouvrir cette main, notamment pour la nettoyer, de cette manière-là, grâce à cette extension réflexe. Et dans cette position, vous voyez que cette main s'ouvrait assez bien. C'est un peu le réflexe de Souk, combiné aux manœuvres que nous avons vues tout à l'heure pour obtenir l'extension réflexe de la main. Mais il s'agissait d'une manœuvre un petit peu passive, puisque le malade était incapable de le faire volontairement en dehors des facilitations. C'est ce malade que nous avons déjà vu, qui avait une hémiplégie profonde.
Alors donc ici c'est le réflexe tonique du pouce. Vous voyez, dans cette position, le malade a une extension plus marquée sur le pouce et sur l'index, sur le rayon radial en quelque sorte. Donc c'est une bonne position pour faciliter l'extension des doigts radiaux et pour commencer une motricité qui sera sans doute dans un premier temps volontaire, et dans un premier temps réflexe, et dans un deuxième temps volontaire. Vous voyez, on voit ici la tête et l'œil du malade, c'est-à-dire que la main est au-dessus de la tête. Voilà donc cette facilitation et cette position spéciale pour le pouce et l'index. Vu que dans un premier temps, le malade en exerçait des stretch réflexes aussi sur les extenseurs du pouce et de l'index pour augmenter l'amplitude, et puis dans un deuxième temps, le malade doit le faire tout seul, doit tenir et voire même superposer un influx volontaire aux influx purement réflexes. Pique, extension réflexe du pouce et de l'index dans la position main au-dessus de la tête. Ici, l'amplitude maximale d'ouverture de la main chez ce malade sans aucune facilitation. Avant même Perfetti, plusieurs dizaines d'années avant, Brunstrom avait découvert que lorsqu'on tient le membre du malade, lorsqu'il n'a plus le tonus de l'épaule à contrôler, eh bien l'ouverture de la main, comme on le voit ici, s'améliore déjà. Et vous voyez que ce malade est tenu en antépulsion. C'est une très bonne position, découverte par Souk dans le début du siècle. C'est le phénomène de Souk, c'est l'ouverture de la main lors de l'antépulsion. Surtout lorsque cette ouverture est passive au niveau de l'épaule. Antépulsion est passive, pas cette ouverture. L'antépulsion est passive au niveau de l'épaule, cela entraîne une ouverture réflexe ou semi-volontaire, comme c'est le cas ici. Ici, on est 4 semaines après l'accident vasculaire cérébral. Cette malade ne pouvait pas ouvrir la main dans cette position, donc la main restait fermée. Position pour faciliter l'ouverture réflexe des doigts cubitaux, du petit doigt et de l'annulaire. Donc vous voyez qu'on tient le membre supérieur, on tient l'épaule dans une position antérolatérale et avec beaucoup de pronation et de rotation interne. Et on voit que la facilitation porte essentiellement sur les doigts cubitaux. À noter cette ouverture de la bouche, peut-être une espèce de syncinésie, ouverture de la main, ouverture de la bouche. Position main au-dessus de la tête, spéciale pour faciliter l'extension du pouce et de l'index, qui est plus marquée que celle des autres doigts. Et là aussi, on note cette magnifique ouverture de la bouche. On voit ici la première manière pour un hémiplégique d'ouvrir son pouce, d'écarter son pouce des autres doigts pour tenir un ticket, par exemple, d'autobus et le resserrer ensuite. Donc c'est une des premières manières que les hémiplégiques ont d'écarter le pouce des autres doigts. La même que nous avons vue tout à l'heure, 6 mois après l'accident vasculaire cérébral, maintenant, elle arrive parfaitement à faire l'ouverture de la main, à opposer la main, le pouce avec tous les doigts, le petit doigt qui est très difficile. On est d'une seule main de petits boutons, à effectuer des activités bimanuelles comme faire la vaisselle. Son pouce à déverrouiller, vous voyez cette petite manette qui commande l'ouverture automatique d'un parapluie. On est en Amérique, hein, tout est automatique, hein, mais encore faut-il appuyer sur les bons boutons ou bien ici soulever.